Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de discussion autour des enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, l'Institut Polytechnique de Paris lance sa revue digitale Polytechnic Insights, une revue dédiée aux enjeux de la recherche et de l'innovation dans les domaines des sciences et des technologies. Son président Éric Labaille sera notre invité. Notre talk du jour sera dédié aux villes du futur. À quoi ressembleront-elles demain? Des villes plus intelligentes, plus connectées, plus agiles et plus innovantes. De quelle manière vont-elles révolutionner nos usages? Nous poserons la question à nos 3 experts des Smart Cities tout à l'heure. Mais aussi dans cette émission et comme tous les mois, le rendez-vous 5G avec Stéphane Panetra, PDG et CEO d'Artfi. Il nous dira comment mesurer l'impact des ondes électromagnétiques de la 5G sur nos téléphones mobiles. Enfin, pour les amateurs de tech et de sport, Cécilia Sévry nous parlera d'un champion du curling, mais pas n'importe quel champion puisqu'il s'agit d'un robot. Elle viendra nous le présenter en fin d'émission. Mais d'abord, place à l'invité du jour. On commence donc cette émission avec cette nouvelle initiative de l'Institut Polytechnique de Paris qui lance sa propre revue digitale Polytechnic Insights, une revue dédiée aux sciences et aux nouvelles technologies, une nouvelle étape pour mettre en lumière le travail des chercheurs. Éric Labaille, président de l'École Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Merci. Pourquoi cette revue maintenant en 2021, Éric Labaille? Alors, tout d'abord, l'Institut Polytechnique de Paris a été créé en 2019. Vous savez, c'est l'alliance de 5 grandes écoles d'ingénieurs, l'École Polytechnique, l'ENSA Paris, l'ENSA Paris, Télécom Sud Paris. Et une des premières initiatives, au-delà de la construction de l'Institut, c'est de le faire rayonner, de le faire connaître, de le rendre visible et surtout de faire rayonner la recherche, puisque nos actifs sont nos chercheurs, nos étudiants, nos personnels, évidemment, pour construire l'Institut. Et nous nous sommes rendus compte, en fait, que la partie académique était bien connectée, c'est-à-dire qu'évidemment, nos chercheurs font partie des grands réseaux mondiaux d'académiques, mais par contre, la diffusion et dissémination des apports de la recherche, des contributions de la recherche sur les enjeux sociétaux, eh bien, n'était pas forcément très importante. La diffusion au niveau international ou même au niveau national? Au niveau national, au niveau des citoyens, je dirais, auprès des citoyens. C'est-à-dire apporter des éclairages. L'idée, aujourd'hui, on sait tous que les enjeux sont très importants. Que ce soit l'enjeu des villes, hein, vous en parliez tout à l'heure, l'enjeu de l'intelligence artificielle, du climat, eh bien, la recherche apporte des choses, apporte des perspectives qui permettent d'éclairer justement les choix. Et donc notre idée, c'est d'assurer qu'on apporte ces perspectives, ces derniers éléments sortis de la recherche auprès des citoyens, auprès des décideurs, en France bien sûr, mais aussi mondialement. C'est une revue qui est en français et en anglais, de telle sorte qu'elle puisse être accessible par tous dans le monde. On va rentrer dans le contenu de cette revue. De quelle manière vient-elle compléter le travail déjà que vous faites à l'Institut Polytechnique ? Alors, aujourd'hui, elle le complète simplement en vulgarisant, on va dire, les papiers scientifiques, hein, parce qu'évidemment, les chercheurs ont des revues académiques très denses, avec des revues très, très importantes. Que le citoyen lambda n'a pas l'habitude de lire, n'a pas l'habitude de lire, et de temps en temps, qui sont un peu difficiles à lire, soyons clairs, parce qu'elles sont très profondes, justement, très, très scientifiques, très techniques. Bien, l'idée, c'est de les vulgariser, de sortir une ou 2 idées importantes qui résultent de ces recherches. Je vous disais, par exemple, dans le domaine des relocalisations aujourd'hui, on a un des premiers articles était autour de comment réfléchir à ces relocalisations industrielles. On a aussi sur la transmutation nucléaire. Est-ce que les lasers peuvent être justement la nouvelle étape scientifique pour la transmutation qui permettrait de traiter les déchets nucléaires? Des questions que tout le monde se pose. Et bien là, les chercheurs apportent des éléments de réponse, pas forcément la réponse, mais vont donner un éclairage sur ces questions. Maintenant, plus que jamais, c'est important de mettre en avant, en lumière, ce travail des chercheurs, des doctorants de l'Institut Polytechnique. Tout à fait. Moi, je le crois profondément. On voit bien que la société, aujourd'hui, je dirais simplement, on le voit dans les médias, on le voit dans les discussions politiques, il y a de nombreuses interrogations sur le futur du monde, le développement durable au sens large, mais qu'en vient-il des ressources, des questions sociales, des questions énergétiques, et donc un apport scientifique. Je dirais que la crise de la Covid l'a montré, hein. Les scientifiques sont venus aussi au devant de la scène, apporter des éléments. Après, il y a des décisions politiques, mais les éléments scientifiques doivent être clairs pour tous les citoyens. Expliquez-nous alors comment s'articule cette revue exactement. À quoi va-t-elle ressembler? Alors cette revue, elle est donc en ligne, donc elle est accessible à tout moment. Elle est aussi une newsletter tous les 15 jours, si vous vous abonnez, qui va vous apporter une dizaine, une quinzaine de perspectives. Et ces perspectives, il y a 2 grands groupes. Il y a un groupe de tribunes, c'est-à-dire un point de vue sur un sujet.
Je mentionne par exemple la transmutation nucléaire, le point de vue de Gérard Mourou, prix Nobel. Vous avez aussi des dossiers dans lesquels vous allez avoir 5 ou 6 perspectives, l'aviation décarbonée, les neurosciences par exemple, qui sont parmi les premiers dossiers. Y a-t-il des domaines où la France est plus à la pointe de l'innovation ? Est-ce que vous le ressentez en tout cas ? Alors, on est à la pointe de l'innovation dans les domaines de recherche. La France est un des plus grands pays de recherche. Et donc, par exemple, le domaine des lasers, le domaine de l'astrophysique, le domaine des mathématiques, juste pour en nommer quelques-uns. Et dans tous les domaines, on a des domaines d'excellence. Il faut les faire savoir. Puis après, il va falloir les compléter, parce qu'il y a aussi des domaines dans lesquels on n'est pas toujours à la taille critique, et il faut renforcer nos laboratoires. Quels domaines seront plus mis en avant dans cette revue digitale, Éric Labaye ? Ils seront liés en fait aux forces de l'Institut politique de Paris. Et je vous mentionnais quelques-unes des disciplines, qui sont des disciplines historiques des laboratoires de recherche des écoles, mathématiques, physique, chimie, mécanique, informatique, mais aussi sciences sociales et management. Depuis 2 ans, on sent une accélération des projets dédiés à l'innovation de l'Institut. C'est aussi parce que l'écosystème tech avance vite, plus vite ces 2 dernières années. Alors, on a même une décennie, je dirais, d'accélération depuis les années 2010 et qui actuellement, donc, comme ça accélère, on a de plus en plus de start-up. À l'école Polytechnique et puis à Télécom Paris, on a 2 incubateurs qui sont vraiment au cœur de l'Institut Polytechnique de Paris. Et tous les ans, c'est dans chacun des incubateurs 30 à 40 start-up qui soit démarrent, soit passent pour être accélérés. Et donc, il y a une dizaine d'années, on était à quelques start-up. On a changé de l'échelle d'un zéro, en fait. Et ces start-up seront mises à l'honneur, seront mises en avant dans cette revue, Polytechnic Insights ? Tout à fait. Quand elles ont des éléments de recherche, très souvent, une partie des start-up sont par exemple des doctorants ou des chercheurs qui, à un moment, ont une idée ou se disent, tiens, finalement, là, j'ai quelque chose qui pourrait être un business. Eh bien tout à fait, ils apportent quelque chose à la société. C'est un nouveau produit, un nouveau service. Un exemple, par exemple, au moment où le PA4 a été annoncé, eh bien, c'était une start-up de l'école Polytechnique, Exotrel, qui est dans les moteurs de nanosatellites. Eh bien, là, il y a eu des avancées scientifiques et puis, du coup, des avancées sur comment est-ce qu'on est dans l'espace. J'en parlais de visibilité, de résonance. Vous parliez de la visibilité au niveau national. Au niveau international, j'imagine qu'elle est aussi importante pour vous, pour l'Institut Polytechnique. Alors, c'est très important. Je vous disais, c'est français et anglais, bien entendu. C'est aussi un véhicule de rayonnement de la recherche française, de l'Institut en particulier, mais de son écosystème. Pourquoi c'est important sur les sciences de mettre en avant ce que fait la France ? On le voit aujourd'hui avec le débat sur les vaccins, Pfizer, Moderna. La France, on se demande où elle est sur ces questions-là. C'est important justement de montrer qu'au niveau des sciences, la France est là. Absolument. Au niveau international, au niveau des citoyens, de montrer que la France apporte des solutions, est un acteur de l'innovation et des enjeux, apporte des solutions aux grands enjeux mondiaux, de par le développement scientifique et l'innovation. Un dernier mot, tous les combien cette revue, on pourra la regarder ? Alors, vous pouvez aller la voir tous les jours. Il y a des mises à jour tous les jours avec 1 ou 2 articles nouveaux. Et puis, si vous vous abonnez tous les 15 jours, vous recevez une newsletter avec une 15 à 20 articles qui vous donneront justement l'essence des publications des 15 derniers jours ou des 15 jours à venir. Merci beaucoup, Éric Labaye. Je le rappelle, vous êtes président de l'École Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris. Et votre revue s'appelle Polytechnic Insights. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de notre talk du jour. On se demande aujourd'hui à quoi ressembleront nos villes demain. Focus aujourd'hui dans notre Tech Talk sur les Smart Cities ou Tech Cities. En 2050, les villes abriteront 6 milliards de personnes, soit près de 70% de la population mondiale. Une bonne raison de repenser nos usages, le confort, la sécurité ou l'efficience énergétique au cœur des enjeux de ces villes de demain. 3 experts de la Smart Cities nous accompagnent aujourd'hui pour ce débat. Manal Rajdi, architecte et fondateur d'Oxo, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Antoine Brichot, CEO et cofondateur de Win My Roof, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Cyril Robert nous accompagne également en visioconférence, directeur de recherche chez Savills France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce débat. Je le disais, 70% de la population mondiale qui habiteront dans les villes. La gestion du flux, c'est le point de départ des Smart Cities, Manal Rajdi. Les flux, c'est l'un des éléments les plus importants dans la gestion d'une ville en général, et la densification et surtout la surpopulation future va nous amener à une meilleure transformation de ces villes et surtout à une meilleure appropriation de ces flux. Parce que la superposition de cette population, les besoins vont complètement évoluer. Les villes ont toujours été intelligentes à chaque époque. Et le défi et les engagements futurs, c'est
de mettre plus de monde dans des endroits qui sont beaucoup plus réduits en termes de surface, une densité plus importante et donc un meilleur flux des usages, des besoins, des utilisations et une meilleure fonctionnalité et une qualité de vie pour ces gens-là. Et c'est ça qui va rendre ces défis-là les plus importants et les plus intéressants, parce qu'aussi, il y a une notion de développement durable qui doit être aussi plus importante et plus globale dans la manière dont on va gérer ces villes qui sont... comment faire pour vivre mieux dans un environnement qui est plus respectueux, plus environnementalement agréable. Antoine Brichot, il faut tout repenser, ne serait-ce que déjà par rapport à la gestion de l'espace dans nos villes. Je ne sais pas s'il faut tout repenser, mais en tout cas, effectivement, pour moi, la Smart City, c'est pas forcément de rendre la ville intelligente, ça va être d'en faire une utilisation intelligente. Et donc, effectivement, sur le côté durable, qui est évoqué, je pense qu'il faut apporter des nouvelles solutions. On va avoir des besoins croissants, notamment en électricité, parce que c'est le domaine dans lequel, effectivement, chez WindMyRoof, on travaille, Tout à fait. qui vont vraiment croître ces besoins, et donc qui vont requérir de nouvelles solutions pour produire au plus proche de la consommation, pour avoir le moins de pertes et avoir le plus de stabilité finalement sur cette utilisation-là. Cyril Robert, mobilité, on l'a entendu, énergie, logement, comment conjuguer tous ces domaines ensemble ? C'est tout l'enjeu justement des potentialités réservées par ce qu'on appelle la Smart City. Je dirais, dans la période qu'on vit en ce moment avec la crise sanitaire qui a fait perdre à la ville un peu son essence, c'est-à-dire un lieu d'agrégation, d'échange entre humains et d'intelligence collective, l'enjeu c'est de retrouver cette base, ce fondement de ce qu'est la ville avec l'usage des nouvelles technologies tout en garantissant effectivement un développement durable et je dirais des conditions sanitaires qui permettent l'épanouissement de la vie collective. Quand on parle, Antoine Brichot, vous parliez d'intelligence des usages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on repense ? On parle d'économie circulaire ? Ça peut être l'économie circulaire, ça peut être aussi les consommations. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur réduire les consommations dans les villes au niveau des ressources, donc de l'électricité, de l'énergie, aussi faire des bâtiments plus sobres. Je pense que là-dessus, c'est un gros sujet. Donc pour moi, il y a plusieurs thématiques qui doivent être travaillées. Il y a forcément le côté intelligence numérique qui aussi doit apporter justement cette connaissance sur l'ensemble des usages qu'on a aujourd'hui. Et qui apporte aussi aux solutions énergétiques également. Exactement, du coup, c'est-à-dire de comprendre ce qui est consommé, à quel moment, de quelle manière, et du coup de pouvoir apporter une réponse en fait qui va dans le bon sens. Et c'est ce qu'on a voulu faire nous avec WindMyRoof, c'est d'apporter une solution qui répondent concrètement aux usages et pas simplement de transposer quelque chose qui existait sur un bâtiment. En fait, on a repensé vraiment le modèle pour qu'il soit adapté au bâtiment. Vous avez des exemples de ce que vous avez fait avec WindMyRoof, pardon ? Ouais, alors là, on a fait un premier cas d'usage à Paris La Défense. Ouais, exactement. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Donc là, en fait, l'idée, c'est de recharger des trottinettes électriques directement sur le parvis de La Défense avec 2 modules qui sont installés sur le toit de l'office de tourisme. Donc là, l'intérêt, c'est d'éviter d'avoir des allers-retours d'opérateurs en camion qui viennent chercher ces trottinettes, les emmènent, les rechargent, puis les redéposent. Là, on produit l'électricité localement, on la consomme localement, et on permet, en fait, avec une solution simple qui a très peu d'impact, que ce soit visuel ou structurel sur le bâtiment, en fait, de proposer jusqu'à 900 recharges de trottinettes sur une année, ce qui est un début aujourd'hui. Et on travaille là sur des projets plus gros, notamment en mobilité électrique toujours, mais cette fois sur des véhicules, où là, on est en mesure de proposer jusqu'à 60 000, 70 000 km d'autonomie à des villes, notamment sur des communautés, des villes, pour lesquelles on va proposer une solution complète de recharge de leur parc automobile. Quand on travaille sur ce type de projet, on s'adapte au territoire. Ça, c'est important quand on parle de la ville du futur, de la Smart Cities. Toutes les villes ne se ressembleront pas. Il faut bien s'adapter à un territoire, Manal Rajdi.
Alors, c'est tout l'intérêt d'une smart city. Alors, ce terme, je l'utilise avec beaucoup de vigilance parce que toutes les villes ont toujours été smart à leur époque. Et donc, aujourd'hui, c'est comment faire avec des villes avec leur infrastructure et surtout le besoin du citoyen. Il ne faut jamais oublier qu'on fait tout ça. Nous, chez Oxo, on travaille toujours sur mettre en avant surtout le citoyen, faire en sorte que les usages et son futur soient meilleurs et améliorés. Donc, quand on pose la question de la Smart City, on pose toujours la question des besoins. Et donc, chaque ville a des besoins qui sont différents. Quand on est à Paris, quand on est à Aubervilliers ou à Arcueil, c'est pas du tout les mêmes besoins. Donc, une ville comme Paris, les besoins, ça va être surtout d'avoir moins de pollution, réduire les déplacements. Réduire la pollution de l'air. Et surtout réduire les déplacements. Donc, on restructure la ville différemment. Il y a toute cette notion aujourd'hui de transformation des quartiers pour que ça soit pas des quartiers dortoirs ou des quartiers de travail. Et donc, cette mixité des usages va faire que la ville de Paris de demain va être une ville qui va permettre une vie continue, permanente. Et en même temps, il faut s'adapter à une architecture déjà existante. Il se trouve que l'architecture haussmannienne, c'est l'une des plus intelligentes qui a été pensée. Donc, on a une chance incroyable à Paris parce que la densité est bonne, la distribution, les hauteurs sous plafond ont été pensées dès le départ pour qu'on puisse faire des transformations et faire évoluer ce modèle-là sans devoir détruire et reconstruire. Donc là-dessus, on a à Paris, il y a beaucoup de chance. Et réduire les flux dont on parlait au début, c'est aussi réduire les déplacements et concentrer dans des lieux tous les besoins et les usages. On voit sur les images Paris 2050. Voilà. C'est en fait cette volonté de se dire aussi que la ville de demain, ça va être surtout une ville qui va être à la fois inclusive, mais surtout qui va s'ouvrir à des usages qui sont assez simples. Les besoins en général dans une ville ne sont pas extrêmement complexes. On a besoin de se nourrir, de se déplacer, de travailler, de dormir, avoir une proximité de nature. La nature une ville plus verte. Plus verte parce que aujourd'hui, quand on regarde Paris, il manque des espaces verts, donc il faut rajouter de la végétalisation. Et puis, l'un des enjeux les plus importants, c'est comment décarboner la ville, réduire notre consommation de carbone. Ça, c'est l'un des enjeux les plus importants de toutes les villes et toutes les grandes métropoles, c'est comment répondre à ce défi, parce que le futur, c'est plus de monde, plus de consommation et plus d'usage, et donc plus d'émissions en CO2. Donc, comment on va faire pour être dans cette ville-là, tout en étant moins consommateur et en ayant une meilleure qualité de vie? Cyril, Robert, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Les usages sont déjà différents, quelque part, après cette année 2020, avec le télétravail, ces espaces de coworking. On ne vit plus la ville, on ne vit plus le travail de la même manière. Ça aussi, ça va changer dans la manière dont on va repenser cette ville du futur. Ah, tout à fait. Et je crois que ce qui se passe au niveau de l'organisation du travail, c'est une métaphore parfaite de ce qui se passe sur un temps plus long au niveau de la ville. Très clairement, quand on regarde ce qui s'est passé avec le confinement, le premier confinement en tout cas, c'est 17%, je crois, d'après les travaux qui ont été faits par l'INSEE, par exemple des opérateurs tels qu'Orange, 17% de la population d'Île-de-France qui a quitté l'Île-de-France. Et ça monte à plus de 21%, je crois, dans Paris intramuros. Pourquoi ces gens ont quitté la grande ville par définition en France, qui est Paris et la région parisienne, tout simplement parce qu'ils n'y trouvaient plus, ils n'en avaient plus que les inconvénients, on va dire. Des espaces petits, des espaces pour le coup confinés, sans avoir tous les avantages, je dirais, qui sont ceux qu'apporte le brassage que permet la grande ville. Et ça a été un peu la même chose au niveau du travail. Tout le monde s'est retrouvé chez soi et du coup, comment dire, la priorité, c'est devenu l'endroit d'où on effectuait cette fonction. C'est-à-dire qu'on a cherché, pour ceux qui en avaient les moyens bien sûr, à trouver un endroit plus agréable puisqu'on pouvait le faire de n'importe où. Antoine Brichot, qu'est-ce qui va changer sur notre manière de consommer l'habitat ? C'est une question assez compliquée. Je pense que sur la consommation électrique, parce que c'est là-dessus que je peux apporter une réponse, mais sur la consommation électrique,
En soi, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu déjà des gros efforts qui ont été faits, que sur l'habitat, il y a eu déjà des réglementations sur des économies d'énergie, Ouais, on est plutôt là-dessus. Est-ce qu'on est sur une création, une production d'énergie aussi dans ces villes du futur? De l'éolien, du solaire, est-ce qu'on y est déjà là-dessus? Alors, il y a eu un gros travail qui a été fait, notamment avec les panneaux solaires. Ça, c'est quelque chose qui a été très largement développé. Il y a eu des panneaux solaires qui ont été intégrés sur de l'habitat. Il y a eu beaucoup plus de gros projets qui ont été intégrés sur du tertiaire, sur de l'industrie, qui sont des secteurs sur lesquels la pose est plus simple, parce que c'est sûr que sur un bâtiment haussmannien, c'est assez compliqué en fait d'intégrer des technologies sur le toit, parce que rien qu'au niveau visuel, architectural, en fait, ça va jurer, pour être transparent. Donc du coup, c'est sûr que c'est plus simple sur des constructions nouvelles, avec des toitures plates, avec voilà, des terrasses qui peuvent être un peu masquées, sur lesquelles on peut intégrer de la technologie. Vous avez mis au point, avec WindMyRoof, un module de production d'électricité mixte. C'est ça. Éolien, solaire. Expliquez-nous à quoi donc ça en fait, ressemble. ce qu'on a regardé en premier lieu, c'est la manière dont se comporte le vent sur un bâtiment. Donc en prenant un bâtiment type, c'est-à-dire un bâtiment cubique, vraiment le bloc qu'on va imaginer, et de regarder où est-ce que l'air passe et où est-ce qu'il est exploitable pour une utilisation donc avec de la production éolienne. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, en se plaçant juste sur l'arête des bâtiments, au niveau des acrotères, c'est-à-dire les petits murets qui supportent en général les garde-corps, on voit sur les images. Voilà. Exactement. Donc en fait, on va pouvoir récupérer un vent qui va remonter légèrement sur la façade, va être accéléré au niveau de cette arête et être plus propre finalement qu'une utilisation avec des éoliennes verticales qu'on viendrait mettre en arrière sur la toiture. Donc l'avantage d'être à cet endroit-là, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus compact, de plus sûr pour le bâtiment, on va avoir moins de vibrations, moins de problèmes de structure, moins de risques d'arrachement, et on va produire tout autant d'énergie. Le deuxième usage qu'on en a fait, c'est de se dire, du coup, on va occuper 4 mètres carrés sur la toiture, parce que le module est une emprise de 2 mètres par 2 mètres. Et en fait, sur le toit de cette boîte, autant mettre des panneaux solaires pour maximiser, justement, et faire une utilisation intelligente de l'espace qu'on occupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, en occupant 4 mètres carrés de toiture sur un bâtiment, on va produire quasiment autant d'énergie que 10 mètres carrés de panneaux solaires à l'année. Donc, le deuxième avantage de coupler aussi et d'avoir un mix électrique énergétique au niveau du module, c'est qu'en fait, on va avoir une production qui va être beaucoup plus stable sur l'année. C'est-à-dire que l'éolien, en tout cas en France, c'est vraiment ce qui se démarque. C'est-à-dire que l'éolien va être plus performant l'automne et l'hiver, quand le solaire va pouvoir prendre le relais au printemps et à l'été. Ce qui fait qu'en fait, en termes d'anticipation aussi des usages, des consommations pour les personnes qui conçoivent les bâtiments, construisent et gèrent les réseaux, en fait, on apporte une stabilité puisqu'on est beaucoup plus capable de prédire finalement la production d'électricité qu'on va avoir sur le toit du bâtiment. Manal Rajdi, en tant qu'architecte, j'imagine qu'il faut prendre en compte ces questions de production d'énergie, d'électricité. Qu'est-ce que vous pensez d'une solution comme celle-ci, d'une mixité d'énergie? Alors, en fait, quand on conçoit un bâtiment, on se pose toujours les mêmes questions et on arrive toujours à peu près aux mêmes réponses. C'est-à-dire que la mixité des énergies utilisées, ou le mix énergétique comme on l'appelle, c'est ce qui fait qu'il y a un développement dans toutes les météos, toutes les capacités du bâtiment et tout ce qu'il va rencontrer dans les années qui suivent. Et donc, les contraintes climatiques font qu'il faut de l'éolien, il faut de l'énergie solaire, il faut de la géothermie, parce que c'est aussi une énergie qui est propre et qui vient d'en bas, qui est très favorable. Et donc, on conçoit toujours des bâtiments avec un mix énergétique qui est assez large. Il y a aussi des réseaux de chaleur de certaines villes qui sont très performants. Et quand on a ça, on crée une stabilité et surtout une autonomie énergétique. Vous posiez la question de qu'est-ce que le logement de demain? C'est un logement qui est déjà produit sa propre électricité et qui permet de créer une autonomie énergétique, et on n'a pas besoin de faire plus. Et donc ça aussi, c'est important. Les habitants, eux, ils aspirent à avoir de la qualité des espaces, d'avoir des espaces verts à proximité, avoir des grands espaces extérieurs. La pandémie nous a montré qu'on a envie de vivre dehors. Les gens sont partis à l'extérieur de Paris parce qu'ils n'avaient pas assez d'espace extérieur. Ils avaient aussi cette notion de où est-ce que je peux respirer, vivre dehors, être en contact avec la nature quand je suis dans un moment difficile et fermé. On est fait pour vivre dans la nature. C'est un peu des choses qu'on développe beaucoup à l'agence. Ce rapport à la nature, c'est aussi cette qualité de vie qu'on cherche. Et donc, quand on enlève l'infrastructure intéressante dans une ville comme Paris, qui sont les spectacles, les sorties, les restaurants, il ne reste plus que la contrainte de la surface dans laquelle on vit.
Et cette contrainte-là n'est pas tenable. C'est pour ça que les gens vont dehors. Donc, il y a les services. On est capable d'accepter de vivre dans City Surface s'il y a tous les services, s'il y a la qualité de vie. Quand il n'y a pas cette qualité de vie, mais ça, c'est temporaire. On ne conçoit pas des villes sur des moments, sur un instant T. On les conçoit sur 1000, 2000 ans, sur une grande linéarité du temps. Et donc, il faut répondre au moment actuel par des réponses qui soient spécifiques, mais il faut penser la ville sur du très très long terme. C'est ça, quand on voit les images qu'on voyait tout à l'heure là, de Paris 2050, c'est pas Paris 2050. C'est des projections, c'est des envies, ce n'est pas ça, c'est pas absolument pas ça. C'est on tend vers une ville qui va avoir de plus en plus d'espaces végétalisés, ça on en est convaincu, de plus en plus de bâtiments autonomes qui vont avoir leur propre énergie. Effectivement, l'haussmannien est très difficile à manier, mais il y a toujours des solutions à trouver. Je pense que l'intelligence des architectes, des startups, de tous ces entrepreneurs, c'est à la fois de respecter la qualité architecturale, mais en même temps de la rendre plus performante. Nous n'avons pas le choix. Il faut absolument rendre cette ville extrêmement performante, décarbonée pour 2050. La crise climatique qu'on est en train de vivre nous oblige à avoir des réponses qui soient concrètes. Et donc, la ville de demain, c'est une ville qui va être décarbonée de toutes les façons. Cyril Robert, on parle donc de repenser nos usages, repenser nos espaces, plus de verdure. Où est la tech ? Quelle place tiendra véritablement la tech dans nos smart cities et nos villes du futur ? Alors, la tech, je pense qu'elle est faite pour être oubliée. Ça n'est qu'un moyen. Ça n'est qu'un moyen pour justement assurer ce que disait Manal à l'instant, c'est-à-dire le fondement de notre vie d'urbain, pour la plupart d'entre nous, dans un contexte où il y a de plus en plus d'exigences en matière environnementale, mais aussi, alors c'est vrai que ça n'est que pour un temps, et on peut raisonnablement espérer voir le bout du tunnel avec des contraintes sanitaires, mais qui sont susceptibles, en tout cas il faut l'anticiper, de se reproduire à l'avenir sous une forme éventuellement différente. Et l'objectif de la technologie, c'est justement de rendre les villes dans leurs fondements, qui sont cette capacité d'échange, d'agrégation des individus, de plus en plus résiliente, donc de plus en plus souple à toutes les problématiques qui se profilent. C'est-à-dire gérer la densité, tout en ayant une bulle, on dira, individuelle, acceptable à chacun, gérer les flux sans polluer, parce que une ville, c'est avant tout un nœud de transport, je vais dire. Donc, on ne peut pas imaginer ne plus avoir de gens qui se déplacent. Donc, c'est la gestion de tous ces paradoxes qui est le but de la technologie. Des technologies. Manal Rajdi, vous êtes d'accord avec ça ? La tech, c'est pas une fin en soi. Hein. Non, en fait, c'est quelque chose que m'a appris mon frère qui, lui, est dans la tech il y a très longtemps, c'est que la technologie évolue tous les 3 à 6 mois. On ne peut pas concevoir une ville à partir de la tech. Par contre, le fonctionnement d'une smart city, c'est d'avoir une infrastructure qui s'adapte et qui est, on va dire, résiliente, c'est le mot à la mode, qui va évoluer en permanence. Le pari de la calèche n'est pas le pari de la voiture, n'est pas le pari du vélo. Mais la ville s'est transformée avec ses différents usages, ses différents besoins et s'est adaptée. La technologie, c'est quelque chose qui améliore les usages de tous les jours, qui va permettre d'être plus efficace, optimiser nos besoins. Il y a 15 ans, se faire livrer par un smartphone, c'était pas pensable. Aujourd'hui, ça l'est. Alors, énormément de services peuvent être optimisés dans ce besoin de se dire, cette ville qui va accueillir plus de monde, on va optimiser les transports grâce à la technologie, grâce à la manière d'optimiser le transport, les déplacements des bus, la gestion des voies, la manière dont les vitesses sont accordées, la manière dont les métros arrivent sur les quais. Tout ça, c'est de la technologie qui nous l'apporte. Et puis aussi la gestion, par exemple,
de la consommation. Les lumières dans les villes, c'est un sujet qui est très important. Qu'est-ce qu'on va consommer? Comment? À quel moment? Est-ce que les rues doivent être allumées tout le temps? Est-ce que c'est par rapport au nombre de personnes qui existent? Est-ce qu'on ne réduit pas l'intensité? Est-ce que les places doivent... Tout ça, c'est de la pensée globale sur quel est l'objectif. Il faut d'abord se fixer des objectifs. C'est ça aussi l'intérêt de la Smart City, c'est de se fixer un objectif. C'est est-ce qu'on veut être une ville avec zéro transport? Alors, ça fait hérisser les cheveux de beaucoup de gens, mais il y a aussi des villes qui y pensent. Toronto, à certains endroits, Barcelone travaille aussi sur la réduction de la place de la voiture dans la ville. Pour les habitants, on a le droit d'accès, mais pour l'ensemble des personnes qui ne sont pas habitants, ne rentrent pas dans les zones qui sont réduites. Donc, la ville de demain, c'est aussi une vraie vision politique de ce qu'on veut. On pense avec les conditions du passé. Le passé nous donne vraiment la data, les éléments qui nous permettent de comprendre. Le présent, c'est l'actuel, c'est la technologie qu'on a. Et l'intuition, c'est le futur. Si on a une intuition sur le fait que Paris va devenir piéton, il faut le penser, il faut l'anticiper, il faut le projeter. Et je pense que c'est possible. Il y a une vraie volonté de le faire à certains quartiers. Et il suffit d'avoir le bon sens et les bonnes technologies qui vont le permettre pour que tout le monde soit livré, que tout le monde soit bien dans cet usage-là. Mais c'est aussi une question d'intuition, la ville de demain. C'est qu'est-ce qu'on veut. Et ce sont des décisions des collectivités aussi. Quand je dis intuition, à un moment donné, il y a toujours une décision politique. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'être venus débattre avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smartech, de nous avoir présenté un peu, fait de la pédagogie sur ces villes de demain et du futur. Merci Cyril Robert d'avoir été avec nous en visioconférence, directeur de recherche chez Savills France. Manal Rajdi, je le rappelle, vous êtes architecte et fondateur d'Oxo, et Antoine Brichot, CEO et cofondateur de Wind My Roof. Merci à tous les trois. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour notre rendez-vous 5G. Le rendez-vous 5G, Stéphane Panetra, CEO d'Artfy, est avec nous. Bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de l'enjeu des ondes électromagnétiques de la 5G dans nos smartphones et de leur impact sur notre santé. On ne teste actuellement qu'un smartphone sur 1 million mis dans le commerce. Pourquoi faut-il les tester et comment, Stéphane Panetra? Oui, donc effectivement, un mobile sur 1 million testé en production. Historiquement, c'est essentiellement dû au fait que ce n'était pas possible jusqu'alors de tester plus pour des raisons technologiques. La durée de test de mesure étant trop longue pour soutenir les cadences de production des smartphones. La bonne nouvelle, c'est qu'avec finalement Artfy, il est désormais devenu possible de tester jusqu'à 100% des téléphones mobiles neufs et reconditionnés. Quelle est cette technologie? Expliquez-nous. Alors cette technologie est une rupture complète par rapport à l'existant. Elle consiste finalement, si on essaie de faire une analogie, on peut envisager comme un œil qui voit toutes les composantes de couleur de la lumière. C'est une sorte de rétine qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques dans toute leur richesse spectrale et selon toutes leurs caractéristiques intrinsèques. Donc la vidéo peut-être qui est en cours, permet de montrer finalement l'équipement qui permet de réaliser. C'est un scanner 2 dimensions. Et ce scanner qui prend une sorte de photo de l'onde électromagnétique est en temps réel, c'est-à-dire qu'il mesure quasiment immédiatement l'onde électromagnétique et permet de la visualiser, ce qui est un paradigme complètement différent. Ça change complètement le paradigme de ce marché, permettant donc de tester les téléphones beaucoup plus qu'il n'était possible de le faire jusqu'alors, et dans toutes les phases du cycle de vie des smartphones, et donc y compris également après la mise sur le marché. Vous avez une ambition plus forte aussi. Oui, c'est-à-dire que quand on est en mesure de réaliser des tests avec une technologie aussi précise et rapide, on peut permettre, en faisant évoluer les normes, en faisant évoluer les réglementations, et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire en particulier en France, puisque nous avons un leadership sur ce sujet-là, avec en particulier le régulateur français qui est très actif sur ce sujet, avec qui nous travaillons d'ailleurs en collaboration et qui a fait l'acquisition de notre technologie. Dans le but de faire évoluer les normes, dans le but de renforcer, comme le souhaite Cédrico,
le contrôle des devices, des mobiles mis sur le marché, en particulier sur le territoire français. Et l'idée est vraiment d'aller plus loin pour ArtFi, en permettant l'introduction de cette technologie également sur le marché du reconditionné, et pourquoi pas encore après permettre aux personnes finalement qui utilisent le téléphone de vérifier que leur mobile est toujours performant, est toujours conforme d'un point de vue sanitaire après les chutes. Et tout ça finalement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une technologie réconciliatrice. Réconciliatrice au sens qu'on n'est pas sur une mesure dite sanction pour l'industrie, on est sur une technique de mesure des ondes qui permet à la fois d'améliorer les performances de rayonnement. Parce que quand on teste, on sait et on règle mieux les antennes. Ça permet de réduire les coûts des infrastructures, puisque les mobiles seront mieux réglés. Ça permet d'améliorer la rentabilité en production, puisqu'on règle mieux les antennes et on choisit mieux ses composants. Et électronique, et le consommateur, qui est de plus en plus intéressé par savoir ce qu'il achète et comment il est produit et comment il est constitué, va pouvoir avoir une garantie supplémentaire en ayant accès à une information supplémentaire qui est: est-ce que mon mobile, concrètement, dans cette boîte, a été testé ou pas? J'aimerais que vous reveniez sur ce que vous disiez sur le reconditionné. Ça aussi, c'est un enjeu majeur. Hein. C'est majeur, c'est l'économie circulaire. Ça va supporter énormément l'économie circulaire. Il y a un enjeu donc qui dépasse complètement le cadre Parce qu'on n'est plus sur du neuf en magasin, voilà. à tester plus facilement. Des nouvelles offres sont en train de se créer. Oui. Où il va être possible pour quelqu'un d'aller en boutique et de repartir avec un mobile reconditionné. Ce marché du reconditionné se structure. D'ailleurs, la France est un bon exemple. Il y a des acteurs clés qui sont en train de se développer sur ce sujet, en partenariat avec certains opérateurs d'ailleurs. Et ArtFi est fier de pouvoir aider cette industrie qui est en train de se structurer à vraiment prendre le bon chemin pour apporter les garanties aux consommateurs que le mobile qui a été reconditionné répond aux mêmes exigences de conformité, en particulier sur l'aspect sanitaire, que les mobiles neufs. À quand cette technologie? Il nous reste une petite minute. Eh bien, elle est déjà en train de se déployer et nous sommes dans une étape maintenant clé qui est l'internationalisation des réglementations et des normes qui l'autorisent. Puisque vous savez que c'est un marché très réglementé. Cette technologie en rupture a fait une prouesse. Elle a réussi à faire bouger les normes historiques qui étaient en place depuis 25 ans, qui étaient assez segmentées sur des technologies assez désuètes. L'idée maintenant, c'est vraiment de déployer à l'international cette technologie en étant soutenu par les normes et les régulations du monde entier. Et ce sera le meilleur moyen de répondre aux exigences de la 5G, qui sont tout à fait spécifiques, et de répondre à la fois aux exigences des industriels, tout en satisfaisant celles des consommateurs. Merci Stéphane Panetra de nous avoir présenté cette solution. Aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes CEO d'ArtFi. Merci. Tout de suite, on parle robot et curling avec Cécilia Sévry. À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous en donne un petit aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui, la technologie que vous nous présentez se mesure à des champions. Oui, après Deep Blue aux échecs, on s'en rappelle, et puis après AlphaGo au jeu de Go, eh bien aujourd'hui c'est au tour de Curly, un robot roulant, de battre des champions. Ici, on parle de la discipline du curling, ce sport, vous savez, assez répandu, mais qu'on ne connaît pas beaucoup en France, il faut le dire. C'est un robot qui a battu des équipes professionnelles de curling il y a en fait quelques semaines. Cette victoire, en fait, elle est le fruit du travail, d'un travail commun entre l'université de Séoul, celle de Berlin et l'Institut Max Planck. C'est une véritable prouesse, en fait, d'avoir mis au point un robot capable de battre des champions, de jouer littéralement au curling, parce que c'est un sport, si on le connaît peu, qui en réalité réclame une vraie agilité physique et aussi une vraie stratégie psychologique, une planification stratégique importante. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les règles, s'il vous plaît, Cécilia? C'est pas le curling. Non, pas vraiment. Alors oui, les règles. Le curling, ça se joue en équipe. Les joueurs font glisser de lourdes pierres de granit qui sont polies, en fait.
vers une cible circulaire. Ça se joue sur la glace, c'est important de le préciser. 2 équipes de 4 vont s'affronter. Les joueurs vont se relayer soit pour lancer, vous le voyez sur les images, la pierre de granit, soit pour balayer, frotter le sol comme ça, pour donner une direction en rendant la glace un petit peu plus lisse. Et le gagnant, eh bien, c'est celui, comme à la pétanque, qui a passé la pierre la plus proche de la cible. Je connais mieux la pétanque. Et ce robot est capable d'imiter les joueurs, Cécilia? Presque. Curly se contente de lancer une pierre et pas de balayer, ce mouvement qui est si reconnaissable au curling. Ce robot, il est monté sur 3 roues pour pouvoir se déplacer sur la glace. Il dispose d'un bras articulé qui permet de déployer une caméra à 2 mètres au-dessus du dispositif pour voir, pour filmer à la fois la cible, mais aussi les pierres et tout l'environnement. Ces images, elles sont envoyées directement à une intelligence artificielle et c'est elle qui va décider d'envoyer les pierres. Et donc pour envoyer ces pierres, il y a au milieu un dispositif avec 2 crochets et des petits trous et la pierre va être mise en rotation pour être lancée en même temps que va se déplacer le robot. Elle va être mise en rotation pour atteindre précisément la trajectoire choisie par un savant calcul. Ce calcul, pour qu'il soit juste, eh bien, c'est un algorithme d'apprentissage par renforcement qui va être utilisé, qui prend en compte les conditions réelles et ajuste au fur et à mesure les trajectoires. C'est quoi un apprentissage par renforcement? En fait, c'est un apprentissage par la pratique, tout simplement. Il apprend et s'améliore par une succession de ce qu'on appelle essais-erreurs. L'avantage avec cette technologie, en tout cas le but de cet apprentissage par renforcement, c'est d'aider le robot à s'adapter au monde réel. Véritablement, c'est ce qu'on utilise quand on a des robots entraînés en virtuel. C'est nécessaire ici justement pour ça, parce que toute la complexité de ce projet, c'est que son IA, son intelligence artificielle, n'a pu s'entraîner que en virtuel. Pour ça, elle avait un tas de données comme les dimensions, les distances des pistes, mais aussi les règles en matière de physique entre l'interaction entre la glace et la pierre de granit. Bref, jusque-là, pourquoi pas étonnant qu'une intelligence artificielle s'entraîne en virtuel. Mais on a un gros problème ici, c'est qu'on joue sur de la glace. Et la glace, la réaction de la glace va être aléatoire, une surface qui évolue sans cesse, et donc il va falloir s'adapter à ça, d'où le choix de cet apprentissage. Comment mettons en pratique alors ce système dans une partie de curling? Bien, en fait, dans ce jeu-là, il y a ce qu'on appelle un lancer-test pour les joueurs, et donc pour le robot aussi ici. Il va pouvoir faire son lancer-test, et il a un coéquipier, je ne l'ai pas encore dit, mais qui est au bout de la piste avec une caméra lui aussi. Lors de ce lancer-test, ils vont enregistrer à 2 toutes les données. Et là, il va se calibrer à partir de là. Et à chaque fois qu'il va continuer à jouer en face de ses adversaires, il va améliorer ses performances. Donc, elles ne seront pas optimum au début. Mais l'apprentissage qu'il va en faire tout le long va faire que, bien, a priori, il va taper dans le mille. Résultat, Curly a battu 3 équipes coréennes sur les 4 qu'il a affrontées. Mais je dois vous révéler quand même un petit secret. Pour des questions de fair play, les adversaires n'utilisaient pas le balai pour améliorer la piste de glace, une grosse partie qui font partie des règles du curling. Donc on attend quand même avec impatience le prochain match de curly dans des conditions un petit peu plus compétitives. 20 secondes, Cécilia, à quoi ça sert finalement? Dites-nous. C'est important parce que comme pour Deep Blue et AlphaGo, on voit qu'on peut mesurer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine, qu'on peut utiliser tout ce qu'on a développé dans cette technologie-là pour d'autres secteurs comme la santé et l'environnement. Et puis aussi, c'est intéressant du point de vue du divertissement parce que les robots, il y a un vrai marché là-dessus pour le divertissement. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. À suivre le lab présenté par vous, Cécilia. Comme chaque jour, vous nous faites découvrir 4 jeunes pousses d'avenir. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Juliette Denoyel, la productrice de cette émission, de m'avoir si bien accueillie. Merci à Valentin Augier pour son travail également. Merci bien sûr à toute l'équipe technique. Demain, vous retrouverez Delphine Sabatier pour une émission spéciale Mars à l'occasion de l'arrivée du rover Persévérance sur la planète. Un plateau exceptionnel qui réunira l'Agence spatiale européenne, le CNES et Sylvestre Maurice, responsable du Supercam. Rendez-vous demain dans Smart Tech et moi je vous souhaite une excellente journée sur Bismart.